Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. Tu connais les Bilderberg? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? L'IB, c'est complotiste. Conspiracy Watch, grand journaliste. Oui, pour Conspiracy Watch. C'est des petites enflures. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Ils veulent robotiser les êtres humains. Nous sommes en train de vivre un génocide. Vous avez fait le... Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Vous savez, chaque numéro est l'occasion pour Rudy, Tristan et moi de nous plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons la joie de recevoir Victor Garcia. Bonjour Victor. Bonjour. Tu es journaliste à l'Express où tu es arrivé en 2013 au service Science et tu as couvert les sujets high-tech, environnement et espace. Et depuis 2020, tu écris surtout sur la santé avec un focus sur l'éthique et l'intégrité scientifique, ainsi que sur les pseudo... experts scientifiques que tu as démasqués avec notamment Didier Raoult et Idriss Aberkan. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mais n'hésite pas à mettre ton grain de sel dans notre discussion autour des sujets conspi de la semaine. Ça marche. Le premier sujet cette semaine, vous ne le saviez peut-être pas, mais l'Ukraine, Israël et les États-Unis, ainsi que l'Occident tout entier, ont un point commun avec l'État islamique. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce qui est ressorti des différentes théories conspi depuis l'attaque terroriste du vendredi 22 mars au Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou, qui a fait, comme vous le savez, 137 victimes. La complosphère tout entière s'est déchaînée pour trouver finalement le vrai responsable de l'attentat, qui selon les fins limiers de l'enquête, n'est pas l'État islamique qui a pourtant revendiqué l'attaque, mais quelqu'un d'autre. Et parmi les saillies de ces enquêteurs, je vous cite, moi, ma préférée, c'est celle de Pozzo di Borgo, Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur UDI de Paris, qui voit cela comme une façon pour l'Empire de faire oublier le scandale de la vaccination Pfizer et ses morts, ainsi que le génocide à Gaza et en RDC. Alors Rudy, Tristan, qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être cette foire aux trolls conspi autour de l'attentat de Moscou ? C'est tout à fait attendu. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un attentat, notamment un attentat djihadiste. Donc aucune surprise de ce point de vue. Tout de même, une spécificité, avant la revendication de l'État islamique, si on regardait les réseaux sociaux, qu'on essayait le mot-clé false flag, on avait beaucoup de comptes plutôt sympathisants pro-ukrainiens, qui évoquait un false flag des services de sécurité russes, du FSB, etc. Mais avec en réalité une empreinte numérique assez faible. Et qu'on n'a plus vu après. Enfin, sauf erreur de ma part, ça a été largement remplacé par le narratif sur c'est l'Occident, en réalité derrière Daesh, il y a Israël, ou de toute façon ce sont les Ukrainiens, etc. Parce qu'ils voulaient partir vers l'Ukraine, en tout cas vers la frontière biélorusse et ukrainienne, en tout cas vers le sud-ouest par rapport à Moscou. C'est là qu'ils ont été interceptés et arrêtés. Je parle des auteurs de l'attentat. Donc voilà. Et après, sans aucune surprise, tu as cité Yves Pozzo di Borgo, mais Aymeric Choprade, ancien député européen à Front National. Il a dit des forces profondes et maléfiques venues de l'Ouest ont entrepris depuis 2014 au moins de précipiter le monde dans la guerre mondiale. Rien ne les arrêtera pour semer la haine entre les peuples et à l'intérieur des peuples. Voilà. Et il faut dire qu'Aymeric Choprade, c'est celui qui avait été licencié, congédié de l'école de guerre. C'est un géopolitologue respecté. Aymeric Choprade, c'est pas du tout un imbécile, mais c'est quelqu'un qui a un tropisme conspirationniste très prononcé. Pourquoi il avait été écarté de l'école de guerre ? Parce qu'il avait notamment expliqué que sur le 11 septembre, il y a la version officielle, et puis il y a des enquêteurs chevronnés comme Thierry Messant, qui expliquent qu'aucun avion s'est écrasé sur le Pentagone. Voilà, donc il mettait ça en équivalence en disant finalement débrouillez-vous. Puis derrière ça, il avait été, je me souviens, interviewé par Reopen 9/11, donc les conspirations du 11 septembre, disant mais tout ça c'est quand même l'état profond, l'essentiel du terrorisme, c'est quand même d'origine étatique, etc. Et ancien conseiller géopolitique de Marine Le Pen. Absolument. On a Youssef Indy, conférencier soralien, qui suggère que l'État islamique est dirigé en sous-main par Washington et Jérusalem. Il nous dit que Daesh frappe systématiquement les ennemis des États-Unis et d'Israël.
ce qui est factuellement faux. Il y a eu des attentats contre les États-Unis sur le sol américain, revendiqués par Daesh. Idem, en 2022, 2 attentats en Israël, revendiqués par Daesh. Ouais. Donc là aussi. Et puis on a un blogueur, avocat de profession, Régis de Castelnau, qu'on avait, qui participe de cet écosystème, mais qu'on avait notamment... au moment de l'annonce des massacres de Boutcha, oui, tout à fait. Pris en train de, très rapidement, dans les heures qui ont suivi l'annonce, expliquer que c'était une mise en scène. C'était une mise en scène, voilà. Donc, et là, il nous dit la responsabilité de l'État islamique ne tient pas debout, une responsabilité ukrainienne commence à clairement se voir, voilà, selon lui. Donc c'est fou à quel point ce narratif vient s'imprimer. Dernier point, le député britannique George Galloway, qui a été élu, qui est revenu à la Chambre des communes il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, lui estime que c'est évidemment l'Occident, l'OTAN, les États-Unis et l'Ukraine qui sont derrière tout ça. Tristan, qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Est-ce que finalement tu as vu cette empreinte aussi au niveau international globalement ? Alors, il y a peut-être une différence par rapport à d'autres cas. D'abord, c'était attendu, il n'y a pas de doute possible. Simplement, le contexte dans lequel ça s'inscrit n'est pas tout à fait le même que d'habitude, parce qu'on a le chef d'un État sur lequel a eu lieu cet attentat, qui lui-même pousse des narratifs ambigus, qui en tout cas excitent la complosphère de façon assez évidente. Lui-même pointe du doigt, etc. Et qui, dans sa première prise de parole, alors même que Daesh a revendiqué, ne soulève même pas la question de Daesh. Et il parle de l'Ukraine. Oui, directement. Donc là, on a quand même un acteur étatique qui vient se mêler à la confusion informationnelle du moment, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pour des démocraties. Des attentats dans les démocraties, disons, plus ou moins ouvertes. Je peux juste t'interrompre. Rappelez-vous l'attentat de Madrid en 2004. C'était Al-Qaïda. Et le pouvoir en place à l'époque, la droite, le gouvernement de Aznar, avait été immédiatement parti sur la piste du terrorisme basque. Avant finalement, et ça leur avait beaucoup coûté d'ailleurs électoralement, d'admettre qu'effectivement c'était bien un attentat djihadiste. Oui, mais là on voit effectivement la dynamique d'une démocratie avec des médias libres qui peuvent s'exprimer et dans ce flou du moment, ça s'éclaircit un peu avec le temps. Là j'ai peur que cette séquence-là va être instrumentalisée jusqu'à l'os par le régime de Poutine. Deuxième truc, là j'ai vu ressortir des trucs absolument fous sur cette séquence. Dès qu'on parle de Daesh et d'ISIS, là j'ai vu ressortir des vidéos du discours de Trump de 2016 où il accusait Obama d'être le créateur, le fondateur de ISIS, de Daesh, avec d'ailleurs Hillary Clinton. Dans la séquence, on l'oublie un peu. Et donc, il y a cette vidéo qui refait surface, là, et qui, évidemment, rebuzz 10 ans après, presque, ou 8 ans après. Donc, on est vraiment sur un moment d'excitation complotiste absolument folle, globale, où on voit bien que chaque communauté complotiste planétaire va essayer de tirer la couverture à lui sur cette séquence-là spécifiquement. Non, et puis avec ce mythe qui est réactivé, alors là, c'est l'idée que c'est Daesh, qui est une création occidentale de la CIA ou du Mossad, etc., et qui reprend ce qu'on disait sur Al-Qaïda. Al-Qaïda comme création de la CIA. Bon, on a, je crois, fait le point il y a quelques années avec Elie Guckert avec un long article sur le sujet qui montre que c'est cette idée reçue qui circule, qui est complètement banalisée dans les milieux conspirationnistes, selon laquelle Al-Qaïda est une création de la CIA, ne tient pas debout. C'est rempli de contre-vérités, etc. Non, il faut quand même le dire. Parce que, oui, c'est mieux de le dire. Oui. On a fait le tour sur le sujet. Victor, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Comment vous avez travaillé, vous, à l'Express, sur ce sujet-là ? Comment tes confrères ont travaillé ? Oui, la rédaction s'est mobilisée tout le week-end, évidemment. Surtout mes confrères qui travaillent à la rubrique International Monde. Il y a notamment un article qui est venu, non pas forcément reprendre toutes les théories du complot pour les démonter, mais qui s'est plutôt intéressé à l'explication qui, finalement, comme souvent, beaucoup plus simple et beaucoup plus banale, c'est que la Russie est en guerre. Le FSB, donc les services de renseignement russes, sont complètement occupés par traquer les Ukrainiens pour empêcher les attentats chez eux, et 2, traquer leur propre population. En fait, et donc du coup ils manquent de moyens, parce que même si c'est un énorme service, ils n'ont pas des moyens illimités, et donc là il y a eu cet attentat-là, qui est quand même assez rare, avec cette ampleur, avec une équipe qui se projette.
qui a pu passer. Voilà, donc en fait, finalement les explications sont... Il n'y a pas besoin d'aller chercher des grandes théories du complot, d'aller très très loin. Il y a des choses qui sont assez concrètes, assez faciles, même si, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a Poutine qui va instrumentaliser tout ça, notamment parce qu'il ne veut pas passer pour un faible qui a laissé passer un attentat chez lui, et par différents groupes complotistes du monde entier qui, comme tu disais, vont essayer de reprendre le narratif pour eux, pour essayer de porter différents sujets politiques. Ouais, c'est clair. Et j'ajoute juste que le terrorisme djihadiste, il a sa dynamique propre, que ce soit au niveau mondial ou dans le contexte russe. Par exemple, au début du mois de mars, ce mois-ci, du mois de mars 2024, il y a eu 6 membres de ce groupe islamiste, donc l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire la branche afghane en fait de Daesh, qui ont été tués par les forces spéciales russes en Ingouchie. Donc il y a aussi une histoire propre. Oui, et puis c'est pas la première fois que la Russie est touchée par le terrorisme islamique. Non, mais de cette manière-là, ça fait très longtemps. Il y a au moins 137 morts. Et puis il y a aussi, en tout cas, qui a beaucoup excité la complosphère, c'était cette alerte produite par les États-Unis, tout à fait, un mois avant, qui alertait la Russie en leur disant voilà, il risque d'y avoir des attentats. Je ne sais pas si c'était lié à celui-là spécifiquement ou à d'autres alertes qu'ils pouvaient avoir, mais évidemment ce moment-là a été évidemment instrumentalisé par une partie de la complosphère pour expliquer évidemment qu'il y avait tout ça a été programmé, programmé, la preuve en est. Voilà. Donc bref, beaucoup de viande, beaucoup de matériaux à grignoter pour la complosphère internationale, et en plus tout ça évidemment alimenté par des images absolument choquantes. Là on a un mix qui est probablement l'un des pires, notamment les attentats, c'est quand on a des images chocs absolument atroces, qu'on a des vidéos qui évidemment suscitent la peur, la frustration, l'inquiétude. C'est un terreau qui malheureusement est assez favorable, ou qui en tout cas, comme d'habitude, abaisse considérablement le seuil de vigilance de ceux qui pourraient être exposés à toutes ces différentes théories ou récits complotistes, quoi. Tout à fait. Deuxième sujet cette semaine, c'est l'esprit complotiste qui finalement rencontre tous les médias grand public. De quelle époque sur France 2 à Paris Match, en passant par BFM TV, RTL ou encore W9, où la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine Dupont de Ligonnès, est venue faire la promotion de son livre, dans lequel elle estime que son frère, qui demeure introuvable, est donc toujours présumé innocent. Et elle affirme même qu'il aurait été exfiltré à l'étranger avec sa famille. Alors Rudy, qu'est-ce que ça t'inspire, cette façon dont les médias, on va dire mainstream, ont finalement déroulé le tapis rouge à Christine Dupont de Ligonnès? Même Christophe Ondelat en a été choqué. Ouais. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Je dirais que il y a quelque chose d'assez problématique, parce que dans la famille Dupont de Ligonnès, il y a notamment la famille de l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, Agnès Dupont de Ligonnès, qui elle, son corps a été retrouvé enterré sous la terrasse du domicile familial en 2011 à Nantes. Elle a une famille. Et cette famille, elle fait partie des parties civiles, quoi. Voilà. Donc, de voir la sœur de quelqu'un qui est quand même l'assassin probable de ses propres enfants et de son épouse venir avec quand même une thèse extraordinairement coûteuse, celle de la mise en scène, de l'exfiltration. L'idée, c'est que, en fait, Xavier Dupont de Ligonnès était un agent secret, tout à fait, et qu'il a exfiltré sa famille aux États-Unis, etc. Mais c'est une thèse qui ne tient pas debout. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans son livre, en fait, c'est un livre qu'elle a coécrit avec son mari. Et son nom d'épouse, maintenant, c'est Christine Deverdun. Mais dans le livre qu'elle écrit, elle parle même du rasoir d'Occam, c'est-à-dire un outil utilisé par les rationalistes pour justement essayer de distinguer entre les thèses les plus probables et les moins probables. Et pour elle, la thèse la plus probable, c'est quand même celle de l'exfiltration. Donc c'est une tentative, en fait, de rationalisation d'une histoire complètement, qui de toute façon s'explique plus facilement par la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès. Encore une fois, les corps qui ont été retrouvés sous la terrasse ont été authentifiés par ADN, etc. Donc on sait que c'est eux. Elle dit que c'est pas eux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une grande conspiration politico-judiciaire. Elle suggère que cette conspiration remonte jusqu'à l'Élysée. Ouais. C'est écrit dans le livre. Mathieu Suc, qui est journaliste à Mediapart, a relevé que Christine Dupont de Ligonnès, c'est quelqu'un qui a expliqué il y a quelques années qu'elle était enceinte de Lucifer.
Bon, c'est pas quelqu'un de très cartésien, a priori. Donc voilà, effectivement, de donner du temps d'antenne, qui est un temps d'antenne précieux, pour dérouler ça, il y a un côté indécent. Il y a un côté problématique si c'est pas challengé par l'enquête. Alors BFM a fait une édition spéciale là-dessus, par exemple, en essayant de dire, mais quand même, il y a des choses qui tiennent pas debout dans ce que vous dites. Moi, je dirais que les chaînes privées, les chaînes d'information privées, à la rigueur, elles font ce qu'elles veulent. Quand c'est France Télévisions qui fait ça, ça donne un argument à Cyril Hanouna, par exemple, qui, lorsqu'il a été auditionné dans la commission d'enquête parlementaire sur la TNT, a immédiatement répondu ça, quand on lui a dit « mais vous recevez des complotistes dans votre émission ?» Il dit « oui, mais il y a 3 jours, Léa Salamé, sur France 2, elle a reçu la sœur de Dumont de Ligonnès qui tient une théorie du complot. Que répondre à ça? Tristan, tu penses quel impact ça peut avoir justement cette mise en valeur d'une théorie conspirationniste à des heures de grande écoute? C'est clairement ça, la mainstreamise, donc ça lui donne une visibilité absolument folle. Alors moi je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ce genre de scénario ou de situation, parce que évidemment moi, quand la sœur, effectivement, Dupont de Ligonnès s'exprime, c'est quelqu'un qui a perdu un proche. Moi, quand quelqu'un a perdu un proche et qui raconte un peu n'importe quoi, j'ai plutôt une attitude je suis compréhensif. Voilà. Elle l'a pas perdu, lui, il est pas mort. Hein. Non, mais oui. Si on veut, il a disparu. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, elle a perdu son frère. Elle imagine un scénario où il serait encore en vie. Bon, c'est le propre un peu de beaucoup de gens qui perdent quelqu'un de proche et qui n'arrivent pas à conscientiser véritablement ou à faire un deuil, un véritable. Donc ils vont imaginer, structurer un truc absolument fou. Je peux me permettre juste une assise. Je pense que là où ce que tu soulignes, enfin, ce que tu dis est vrai, c'est que moi je crois qu'elle y croit. Qu'elle s'est convaincue de ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une logique cynique de théoricienne du complot, qui veut vendre un bouquin, etc. Je pense qu'elle y croit vraiment. Elle y croit, mais de là à ce qu'un éditeur publie ça et que des médias ensuite mettent ça en valeur, c'est autre chose. C'est effectivement le problème. Pour moi, la responsabilité première, c'est l'éditeur. Qui veut publier ça alors qu'on sait en gros ce qui s'est passé. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est où est le corps, où est Dupont de Ligonnès. Où est Dupont de Ligonnès. Voilà, c'est tout. Mais pour le reste, il n'y a pas débat. Donc accepter de publier ça, c'est savoir qu'on publie un truc qui est vraiment pas net. Ensuite, évidemment, c'est la porte d'entrée sur les médias. Bon, le seuil est quand même très 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 bas. Je veux dire, si on accepte ça, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui imagine des trucs complètement délirants. On va lui dire why not, vas-y, expose ton sujet. Donc bref, il y a une responsabilité médiatique qui est effectivement problématique. Pour que ça soit privé ou public, pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence. Si on catapulte quelque chose qui est franchement, rien ne permet de croire le scénario qu'elle met en avant, tout à part le mystère, justement. Je pense que c'est ça qui a excité les médias, c'est le mystère du Dupont de Ligonnès. Où est-ce qu'il est encore en vie? Ça se débat, ça se discute, évidemment. Mais profiter de ce pool d'intérêt, d'audience, pour y glisser une version complètement délirante, complotiste, qui pour lequel le coût est absolument stratosphérique, ça n'a aucun sens, c'est malsain, c'est une faute. Pour moi, clairement, c'est une faute commise par tous les médias, privés ou publics. Il n'y avait pas vraiment à en parler. Il n'y a pas à donner de l'audience. Si on lui donne l'audience, après, ça devient un sujet sur lequel on est obligé de débattre, comme on le fait d'ailleurs maintenant. Donc ça aurait dû rester vraiment dans les franges, ça aurait dû rester dans un drame familial. Elle aurait dû en parler évidemment avec ses proches, avec son psy ou avec ses proches. Bref, ça c'est quelque chose qui lui est propre. C'est une victime pour moi. Quelqu'un, quand on perd une partie de sa famille, on est d'abord une victime. Donc j'accepte, c'est pas pour moi moins elle le problème, évidemment, que ceux qui lui ont tendu le micro, et on en fait la promo. Alors cette histoire du Dupont de Ligonnès, c'est peut-être vraiment la machine à fantasmes la plus grande qui est des dernières années, une des très grandes machines à fantasmes des dernières années. On se souvient du Parisien qui avait annoncé l'arrestation de Dupont de Ligonnès alors que c'était pas lui. On se souvient de Society qui avait fait deux numéros spéciaux pendant l'été qui ont battu des records de vente. Qu'est-ce que ça dit de notre pratique journalistique, Victor ?
Toi, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à la pratique journalistique ? Alors, juste avant de parler de la pratique journalistique, je veux revenir sur les maisons d'édition parce que c'est intéressant. Et c'est pas le seul cas, en fait, où des maisons d'édition vont effectivement publier des personnes qui vont avoir des propos soit problématiques, soit délirants, soit conspirationnistes. Et en fait, c'est... Tu penses à quoi, par exemple ? Il y a eu, bien sûr, tous les livres de Didier Raoult, par exemple. Il y a eu les livres d'Idriss Aberkane aussi. En fait, il y a quand même beaucoup de livres qui sont publiés comme ça. Alors, les maisons d'édition font ce qu'elles veulent, etc. Bien mais sûr. Effectivement, à partir du moment donné où on donne la parole et on fait la promotion, parce qu'il y a une opération de promotion derrière, et en contactant des rédactions, etc., on ouvre les portes. Après, effectivement, on en arrive au problème du journalisme. Pareil, les médias ont le droit d'interroger, de tendre le micro à qui ils veulent, bien sûr. Mais je crois que là, ce qui est vraiment problématique dans ce genre de cas, c'est de tendre le micro à une personne sans avoir de contradictoire à côté. Parce qu'on va avoir une seule version qui lui est propre. Peut-être qu'elle y croit, je pense aussi qu'elle y croit, mais a priori, j'en sais rien. Mais on va lui tendre le micro, elle va dérouler en fait toute son histoire et voir son imaginaire. Et en fait, on va pas mettre en face un expert ou quelqu'un qui connaît vraiment, je sais pas, un policier, quelqu'un qui a enquêté dessus, ou même un journaliste qui est spécialiste de ça, et qui va pouvoir lui dire, par exemple, ce qui a été dit, mais l'ADN quand même a été retrouvé, et la relancer, voire à la fin de l'émission dire voilà les faits, voilà ce qu'on sait, voilà sa version. Et en fait, donner la parole à un peu tout le monde, c'est-à-dire offrir le contradictoire à tout le monde, c'est extrêmement important, mais ça ne veut pas dire dérouler le tapis rouge à des théories complètement délirantes. Ouais. Et ça, c'est problématique. Mais même là-dessus, j'aurais peut-être même une toute petite réserve, c'est que même à croiser le fer, factuellement, elle a écrit un livre, donc elle a plein de contre-argumentaires sur les tests ADN, surtout. Elle peut dérouler un contre-argumentaire. Et à la fin des fins, face aux spectateurs, on a simplement deux voix qui s'expriment. Il n'y a pas de preuve définitive qu'on peut oralement gagner le débat en disant s'il y a eu un test ADN, moi je dis oui mais c'est pas net. Bon, tu veux dire qu'on crée une symétrie factice? Oui, c'est une sorte de symétrie un peu factice. Parce que moi je pense qu'on aurait pu parler de ce sujet mais sans l'interroger elle, c'est de dire voilà, elle expose, elle a sorti un livre, voilà ses arguments, voilà ce que nous on peut vous dire là-dessus, mais sans l'inviter elle. Si on la laisse dérouler et qu'on a un contradicteur, ça devient genre un débat légitime qu'on pourrait avoir entre soi avec t'as tes arguments, j'ai mes arguments, balle au centre, où chacun se fait son opinion sur le truc. Le problème c'est qu'elle est vraiment à fond, elle a écrit un bouquin, donc j'allais dire sur le dégainage de référence, elle peut même noyer son auditoire en disant oui mais j'ai ça, le fameux millefeuille argumentatif qui est assez convaincant en général face à une caméra où en face on peut que démonter factuellement que 1, 2 ou 3 points sur les 10 points et peut-être qu'il y en a 4 ou 5 qu'on n'aura pas le temps de développer et au final le spectateur lui qu'est-ce qu'il va tirer disons de cette confrontation. Donc bon, moi j'ai une petite réserve même sur le fait de lui tendre le micro, mais bon, voilà. Mais encore une fois les médias font ce qu'ils veulent, bien sûr. Il y a un corollaire à ce que tu dis qui est par exemple dans le débat scientifique qu'on a vu pendant la crise du Covid notamment, où il va y avoir on va dire le consensus scientifique, donc une grande majorité des chercheurs qui pensent, qui ont certains faits, qui ont des analyses, et en face une personne qui n'est pas d'accord. Et en fait, effectivement, dans ce genre de cas, si on voulait vraiment respecter l'état du débat, c'est de mettre la personne qui n'est pas d'accord face à 10, 50, 1000 scientifiques. Bon, évidemment, c'est pas possible dans un plateau. Ouais. Mais effectivement, là, dans ce genre de cas, ça pourrait être inviter quelqu'un et quand même, puisqu'elle a été éditée, puisqu'elle écrit un livre, quand même lui tendre le micro. Je suis assez d'accord sur le fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut l'inviter ou pas, lui tendre le micro et mettre en face plutôt 10 experts qui contrebalance et qui montre à quel point le point de vue est déséquilibré. Mais là tu vas avoir une forme de faux procès un peu quelque part. C'était juste pour illustrer le corollaire. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je trouve que c'est profond et c'est vraiment le symptôme un peu de notre époque. C'est qu'effectivement sur des débats, s'il y a un consensus sur un sujet scientifique, historique, sur quoi que ce soit, on devrait pouvoir représenter ça en termes de débat si jamais on veut le faire sous forme de débat. Mais si on veut le faire sous forme de débat, il faut que, évidemment, ça représente la réalité du débat, c'est-à-dire, effectivement, une majorité de gens qui sont plutôt dans ce sens. Mais il n'y a pas de bonne solution, parce que si tu mets 10 experts à qui tu donnes 1 heure chacun, et puis un 11e qui est très dissonant par rapport aux autres, qui dit non, l'hydroxychloroquine, ça marche contre le Covid-19, les gens ne vont retenir que le 11e. Parce que c'est ça qui sera saillant par rapport à la grisaille ambiante. Et c'est une question que se posent tous les avocats dans les grands procès. Je me rappelle du procès Barbie, je ne sais pas pourquoi ça me revient, mais en gros, on avait les parties civiles qui faisaient défiler leurs avocats,
Et puis ça a duré des jours, quoi. Et donc ça a ennuyé. Et puis à un moment, Vergès arrive pour défendre Barbie. Et là, tout d'un coup, c'est très dissonant, c'est très, disruptif. Et c'est ça que les gens retiennent. Et je crois qu'il y a une efficace propre à la théorie du complot, c'est que en fait, on aime bien ça. On est câblé pour bien aimer ça et pour trouver ça plaisant, excitant, etc. Et au final, c'est ça qu'on retient. Donc en fait, on est coincé, je pense. Enfin, je te livre mes pensées comme ça dans le désordre. J'ai l'impression qu'on est coincé, qu'il n'y a pas de bon dispositif. Sans doute que c'est compliqué de trouver les bons dispositifs, surtout à la télévision, sur des plateaux. Je fais plaider pour ma paroisse, mais moi, je pense qu'en presse écrite, c'est beaucoup plus facile parce que, en fait, on peut choisir effectivement une multitude de personnes qu'on interroge et faire une analyse globale de ce qu'on entend en laissant que quelques lignes, en disant sur une vision qui va être très dissonante, et en disant voilà, ça, il y a des personnes qui en parlent, mais la majorité des experts contrebalancent. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça par l'écrit parce qu'il y a du recul, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un plateau, il faut mettre 1000 personnes dedans, etc. Mais je suis pas totalement persuadé que quand on met 10 experts qui ont la même vision, en tout cas qui arrivent aux mêmes conclusions parce qu'ils se basent sur des faits, et un seul qui est dissonant et qui va avoir des pensées un peu délirantes, je suis pas persuadé qu'on va forcément... Ça peut effectivement être le cas, mais je crois que c'est quand même important de le faire pour rendre compte de l'avancée en fait, de l'état de la science, ou si on parle pas de faits scientifiques, tout simplement des faits, quoi. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très capables d'entendre et de se faire convaincre par des arguments qui sont finalement assez simples et puis assez soutenus par la majorité des gens. Troisième sujet cette semaine, et si les élections européennes du 9 juin prochain permettaient encore de vérifier la faible traction électorale des conspis. On se souvient que leur candidat n'avait pas vraiment rencontré les suffrages des électeurs aux législatives en 2022, mais il ne se décourage pas. Et ainsi, on a vu que Myriam Palomba, Rudy, vient de rejoindre la liste de Florian Philippot. Mais est-ce que tu peux nous faire le point, parce que j'ai cru comprendre, j'ai pas tout suivi, mais qu'il y avait des petites dissonances entre les conspis sur les listes européennes, avec Asselineau, avec Philippot, ainsi de suite. Vas-y, fais-nous le point. C'est très intéressant. Donc c'est Florian Philippot qui a ouvert le bal mardi 19 mars en annonçant qu'il regroupait sur sa liste aux européennes Myriam Palomba. J'ai compris qu'elle serait numéro 2. J'ai compris la même chose. Donc on ne la présente plus, Myriam Palomba, essentiellement chroniqueuse à TPMP. Pierre-Yves Rougeron, ancien attaché parlementaire de l'eurodéputé FN Schaffhauser, qui est aussi le comparse du conférencier Idriss Aberkane, parce qu'il a fait plein de conférences payantes avec Aberkane. Et puis, troisième, Marc Doyer, qui est le porte-parole de Verity France, qui est cette association qui regroupe des familles de prétendues victimes du vaccin anti-Covid, et dont l'épouse avait succombé à une maladie Creutzfeldt-Jakob, et il explique qu'il y a un lien entre la vaccination et cette maladie, et donc avec la mort de son épouse. Donc 3 figures quand même influentes dans la complosphère, anti-vax, pro-Philippot, souverainiste, voilà. Et le lendemain, très rapidement, d'ailleurs le même jour, Jean-Frédéric Poisson, donc le président de VIA, qui est le nouveau nom du parti chrétien-démocrate de Christine Boutin, a annoncé qu'il soutenait Philippot, et puis ils se sont affichés ensemble, je crois, dès le lendemain, alors que Poisson, il soutenait jusque-là Éric Zemmour. En 2022, il avait soutenu Éric Zemmour. Très intéressant, c'est que Philippot, lui, avait soutenu en 2022 Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir des parrainages pour se présenter. Et lui, Dupont-Aignan, il va présenter une liste, on verra, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle depuis quelques semaines, il ne parle pas de Frexit, il parle de Bruxit. Qui n'est pas le Brexit. Il n'a pas fait une faute de frappe. Le Bruxit, c'est l'exit de Bruxelles. C'est en fait dissoudre la Commission européenne, mais ne pas sortir de l'Union européenne. En fait, il veut revenir à une Europe
type CE de l'époque du général de Gaulle. Donc il ne dit pas on sort complètement, comme l'ont fait les Britanniques, de toutes les instances, mais on réforme profondément l'Union européenne en supprimant la Commission européenne. Est-ce qu'on rase Bruxelles ou pas ? Voilà. Ça, il ne le dit pas. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Il y a une sorte de lutte comme ça, par coup de hashtag interposé. Jean Lassalle, on ne sait pas ce qu'il va faire. Georges Kuzmanovic, est-ce qu'il va de nouveau être soutenu par Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès ? On verra. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que François Asselineau, lui, il a reçu 2 renforts de poids. Alors, il n'est pas content. Il est rarement très content, en réalité, François Asselineau. Mais là, il a reçu le renfort, en très peu de temps, d'Hervé Ryssen, négationniste, qui se revendique lui-même raciste et antisémite, et il a reçu aussi le renfort d'Alexandre Juvin-Brunet, qui poursuit pour escroquerie, quand même, en bande organisée, qui a fait de la prison l'année dernière, qui est un ancien capitaine de gendarmerie, c'est un Syrien. C'est celui qui avait lancé le franc libre, qui avait levé 1 300 000 € en quelques mois. Et qui a surtout un discours effrayant sur les plateformes sociales. Qui a un discours d'apprenti putschiste, parce que quand on l'écoute, et si on le prend au mot, il dit qu'il faut s'armer, alors il dit ça à mots couverts, c'est toujours très, donc il est très conscient de ce qu'il est en train de dire. En gros, il dit qu'il faut passer au coercitif, à la violence, voilà, et que les traîtres, il les désigne pas nommément, il va pas jusque là, mais on a une petite idée de qui il pense. Donc ceux qui seront jugés pour haute trahison, il faudra les pendre, et l'autre moitié, il faudra les fusiller. Ce sont ces mots. Donc voilà, dans le programme, et puis on a évidemment Lalanne Dieudo aussi dans cette séquence. Et j'allais, voilà. Tout à fait. Lalanne Dieudo qui vont faire une liste au Rassemblement. Il faut rappeler qu'aux dernières européennes, Lalanne avait fait une liste citoyenne Gilets jaunes, alors qu'elle n'avait pas recueilli énormément, soyons honnêtes. C'était moins de 1%. Et que Dieudonné, lui, la dernière fois qu'il s'est illustré aux européennes, c'était en 2009, avec la fameuse liste antisioniste. Soral, Ilia Gouasmi et Euro-Palestine, elle s'appelait sa liste. Non, ça c'est 2004. C'était les élections antérieures. Il était effectivement sur une liste Euro-Palestine avec la CAP-JIPO et une liste soutenue par Alain Soral d'ailleurs dès 2004, mais Soral n'était pas sur la liste. Dieudonné, oui, lui, il était candidat en 2004. Mais voilà, donc c'est intéressant, on va voir ça. Oui, après il faut voir finalement quel est l'objectif de tous ces groupuscules. C'est d'exister, je crois. C'est de témoigner. Et il y a vraisemblablement, évidemment, c'est un plan com. C'est d'avoir accès au système qu'il dénonce en permanence. C'est ça l'idée. C'est plus ça qui est intéressant, parce qu'il y a très peu de groupes. Il y en a un, notamment, c'est Sojli, le QAnon français, qui, lui, revendique le fait de sortir de ça. Lui, il condamne ceux qui, d'ailleurs, font des manifestations, ceux qui vont aller voter, ceux qui veulent faire des partis politiques. Ils disent non, c'est le système qui est pourri. Il faut arrêter avec ça. Là, on a des groupuscules conspires qui, évidemment, tirent à boulet rouge sur le système, sur la société comme elle est là, mais effectivement, ils veulent malgré tout tenter leur chance. Ça, c'est un vieux dilemme. C'était révolutionnaire, tu fais des élections pour témoigner, tu te sers du système, c'est monter dans l'avion pour le détourner ou pas, quoi. Donc c'est ça. Franchement, moi, je ne serais pas à leur faire ce procès-là. En tout cas, c'est un plan com assez évident, c'est d'essayer d'avoir de la visibilité, de la superficie, peut-être de se mesurer d'ailleurs entre eux dans leurs petites écuries, de voir qui c'est qui sortira premier de cette petite course, de cette petite effervescence. Il y aura des cadavres sur le chemin électoraux, je parle, bien sûr. Donc, je pense qu'ils vont se mesurer un peu là-dessus. Moi, je trouve assez intéressant, effectivement, la liste, la dynamique Philippot. Parce qu'évidemment, ce mix avec Myriam Palomba était quand même assez significatif. On a quand même un écosystème Hanounesque, parce qu'elle provient un peu de là. Donc elle va emmener cette visibilité, le fait qu'elle ait été propulsée sur cette émission, évidemment, ça n'est que ça qui fait que Philippot est intéressé par elle. Donc bon, bref, il y a une sorte d'écosystème de ces franges un peu qui est apparu chez Hanouna et cette extrême droite conspire qu'on connaît bien autour de Philippot. Alors tu dis extrême droite, mais Myriam Palomba estime que ce n'est pas l'extrême droite et qu'elle rejoint Philippot pour son courage, etc. Mais qu'elle-même, elle vient plutôt de la gauche, que si c'était pour elle une des extrêmes droites, elle n'y serait pas. Enfin voilà, je pourrais essayer de restituer ses propos. Quatrième sujet cette semaine, c'est Xavier Azalbert qui vient de vivre son quart d'heure de célébrité warholienne dans la complosphère internationale. Tristan, tu l'as entendu dans un space conspi bien connu avec
Alex Jones en personne. Raconte-nous un peu tout ça. Ouais, ça c'est absolument dingue, absolument dingue. C'était un space qui est organisé par un dénommé Mario Naufal, et qui est un jeune entrepreneur crypto qui est conspi et qui fait des spaces assez populaires en ligne, et c'est vraiment un proche d'ailleurs d'Elon Musk, qu'il a reçu plusieurs fois sur ses différents spaces. Et là c'était un space sur qui sont derrière les attentats de Moscou. C'était ça la thématique du space. Donc déjà assez complexe parce que on avait des personnalités complotistes sur ce space, et notamment évidemment le pape du complotisme américain, Alex Jones. Et puis donc grande surprise, on voit invité en speaker, on sait que dans ces spaces on doit être dénommé par l'organisateur comme speaker, on voit apparaître effectivement Xavier Azalbert, donc j'ai écouté son intervention, qui était assez déroutante, qui était, j'allais dire, assez clairement complotiste. Enfin, en tout cas, l'idée c'était que ces attentats auraient profité clairement à Macron. Il a cherché à mélanger tout ça en disant que oui, Macron était belliqueux, qu'il était belliqueux sur le Covid, qu'il est belliqueux maintenant avec Moscou, et il a aussi réussi à placer la loi contre les dérives sectaires. En expliquant que la France cherchait à censurer tous ceux qui veulent critiquer le gouvernement, ils veulent les envoyer en tôle. Il a dit ça sur un parterre américain de complotistes internationaux. Et puis il a introduit, juste là-dessus, mais il a introduit évidemment sa séquence avec je suis le directeur de ce vieux journal français historique créé en 1941. Mon Dieu, enfin bref. Donc François, j'ai tweeté ça, j'ai dit que l'âme de François doit crier dans les ténèbres. Enfin bref. Alors, ce que je trouve simplement intéressant avec ce petit moment, c'est simplement, et je vais essayer de faire court et rapide, mais que c'est symptomatique de quelque chose qu'on voit depuis quelques mois, une sorte de dynamique se mettre en place, de véritables synergies transatlantiques entre la France et les États-Unis. Évidemment, on a tous en tête, on en avait parlé de façon ici, il y a quelques semaines, le fait que Candace Owens, qui est donc une influenceuse star, une personnalité star aux États-Unis, avait repris toutes le délirium, notamment mis en place par le petit média d'extrême droite fait et document, autour de l'idée que Brigitte Macron serait un homme. Et puis on a d'autres exemples aussi. On avait d'ailleurs Elon Musk, qui avait il y a quelques mois aussi soutenu Alain Soral, lorsqu'il y avait eu des couvertures sur lui, sur le fait qu'il avait été, il y avait des ennuis judiciaires. Et donc on a une vraie petite, un écosystème qui est en train de se mettre en place, et des passerelles qui sont en train de se créer. Et j'ai eu un message notamment de William Raymond, qui est un correspondant journaliste français aux États-Unis, qui couvre admirablement bien ce qui se passe aux États-Unis, et qui lui m'expliquait qu'il y a un véritable appétit de la complosphère américaine pour l'Europe, et particulièrement la France. Ils doivent y voir chez nous une sorte de pool d'un complotisme d'une nature particulière, peut-être plus érudite. C'est l'exception française. Le fait qu'on est probablement plus, peut-être, il y a une culture particulière en tout cas, voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on suive. On était plutôt habitué, on l'avait déjà dit ici, je crois, peut-être à un épisode précédent, de l'importation de théories complotistes américaines. Là, on est plutôt exportateur, mais il y a une véritable synergie entre ces deux pôles. Balance commerciale complotiste. Et puis, peut-être, le dernier exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment l'invitation de Perron aux États-Unis. Il avait été invité par un sénateur américain, et évidemment, ça aussi... invité, donc il était dans les radars, il était sur les radars en tout cas de ceux qui suivent les questions du Covid, et donc il a quand même été invité là-bas. Donc on a, je pense, une véritable synergie qui se met en place, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on suive dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Eh bien, deuxième partie de cette émission avec toi, Victor. Je le disais en introduction, tu es journaliste à l'Express, tu as beaucoup enquêté sur les figures notamment du conspirationnisme que nous on suit aujourd'hui, qui sont notamment Didier Raoult et Idriss Aberkane. La première question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu t'es retrouvé à aller enquêter sur eux et à essayer de les démasquer. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? J'aimerais vraiment comprendre comment, en tant que journaliste, tu t'es dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser à cet endroit-là.
Sur Didier Raoult, ça a commencé donc quelques mois après la crise du Covid, quand il a fait sa première vidéo fin de partie, en disant qu'il avait trouvé la solution, etc. Et moi, je travaillais déjà depuis quelques moments avec des scientifiques, donc j'étais des chercheurs, médecins, etc. J'étais habitué à leur parler, à leur poser des questions. Donc j'ai commencé, au début, j'avais une approche assez neutre, en me disant, bon, ça paraît étonnant, mais pourquoi pas. Donc je suis allé interroger différents chercheurs. Assez vite, j'ai eu plusieurs chercheurs qui m'ont dit oui, l'hydroxychloroquine, on connaît, on nous la vend à toutes les sauces. À chaque fois qu'il y a un virus, on dit que c'est super parce qu'en fait, dans une boîte de pétri, dans un laboratoire, effectivement, quand on en met plein, ça tue des virus. Mais ensuite, en conditions réelles, dans le corps humain, etc., ça marche moins bien. Donc il y avait déjà quelques réserves, mais bon, à ce stade-là, j'étais toujours assez neutre. Ce qui a vraiment le premier déclencheur du tout début de l'enquête, c'est que j'ai appelé l'IHU. J'ai parlé à un des chercheurs de l'IHU à cette époque, parce qu'en fait, à la base, il parlait d'une étude, Didier Raoult parlait d'une étude chinoise. Et moi, en faisant mes recherches, j'avais trouvé le document dont il parlait, mais c'était un communiqué de presse du gouvernement chinois qui citait des chercheurs. Mais en fait, il n'y avait pas de données, il y avait 0 chiffre, et ça ressemblait vraiment à pas une publicité, mais vraiment un communiqué de presse, en fait, en plus venant du gouvernement chinois. Donc, on peut avoir quelques réserves. Et donc, j'avais parlé à des chercheurs qui m'ont dit, si Didier Raoult dit ça dans sa vidéo YouTube, c'est que forcément, il a des données en plus, parce qu'effectivement, il avait des bons contacts avec certains chercheurs chinois, donc il y avait vraiment le bénéfice du doute. Donc je les ai appelés en disant, mais j'imagine que vous n'avez pas que ça, parce qu'il n'y a rien, en fait. Et j'ai reçu une réponse qui m'a sidéré, qui détonnait vraiment avec la plupart des réponses que me faisaient les scientifiques à l'époque, qui étaient très mesurées, très modestes, etc. Le chercheur de l'IHU, qui était, je crois que c'était Jean-Marc Rollin, j'ai oublié exactement qui c'était, mais qui me dit, écoutez mon bon monsieur, si je vous dis de prendre de l'hydroxychloroquine, vous allez en prendre, avec un argument d'autorité en disant, on connaît bien, ça fait 20 ans qu'on travaille avec ce médicament-là, circuler, il n'y a rien à voir, mais vraiment qui balaye d'un revers de main finalement tes objections et tes questions, quoi. Ouais, complètement, avec une assurance totale, alors que tout le monde était dans le noir à cette époque-là. Il faut se rappeler qu'au début, tout le monde avait assez peur d'ailleurs du virus, et on n'avait pas de solution. Quelqu'un arrive avec la solution miracle, quand on leur demande sur quoi ils se basent, en fait... vraiment rien, quoi. Ça a été vraiment le début de ce qui a... Forcément, du coup, je me suis dit, ok, si c'est leur manière de traiter la science, il y a peut-être d'autres choses, et puis j'ai commencé à creuser, et c'est comme ça que j'ai déroulé tout le fil, en fait. Et après, est-ce que, une fois que tu as publié tes premières enquêtes, tes premiers articles, comment... Est-ce que tu t'es senti être finalement investi d'une mission d'information et de continuer à aller démasquer finalement Didier Raoult ? En fait, ou est-ce que tu fonctionnes complètement autrement ? Le but n'était pas de rentrer en guerre contre qui que ce soit, c'était vraiment d'essayer d'informer nos lecteurs, mais d'informer en général, de faire de l'information, surtout dans ce moment-là qui était quand même assez critique. Et il y avait vraiment une appétence énorme. Et en fait, le but était d'essayer de savoir qui disait vrai, en fait, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais au début, il y avait une vraie une position assez neutre en disant pourquoi pas, et vraiment en allant interroger, en étant... voilà. Et en fait, c'est en découvrant peu à peu qu'il y avait des fausses données, qu'il y avait des fausses études, que aussi l'éthique était pas respectée, l'éthique et l'intégrité scientifique n'étaient pas respectées à l'IHU, et depuis longtemps, parce que moi à cette époque-là, j'ai découvert assez vite, mais j'étais pas au courant qu'il y avait déjà eu des problèmes il y a très longtemps à l'IHU, que le CNRS s'était retiré, que la NSM aussi s'était retirée du partenariat avec l'IHU de Marseille, et que c'était des soucis qui venaient d'il y a longtemps. Et en fait, c'est par le Covid que j'ai découvert que leurs études étaient vraiment critiquées par tous les autres chercheurs parce qu'elles étaient mal faites, elles étaient mal construites, elles étaient même trafiquées. Ils ont enlevé certains patients, de certains morts de leurs études pour montrer que l'hydroxychloroquine marchait mieux que ce qui était le cas. Et puis après, il y a eu effectivement, de la part de Didier Raoult et de plusieurs chercheurs de l'IHU, Éric Chabrière aussi, et d'autres, qui ont critiqué absolument toutes les personnes qui leur disaient poliment, qui leur disaient, mais non, en fait, votre médicament ne fonctionne pas. Il y en a d'autres qui peuvent fonctionner, mais pas celui-là. Et à chaque fois qu'on leur présentait des contre-arguments ou même des faits, des preuves, ils attaquaient très violemment, et en fait c'est monté crescendo. C'est-à-dire que plus on leur
montraient des preuves qui se trompaient, et plus ils allaient loin dans une forme de défiance ou une forme d'attaque, et c'est monté extrêmement, extrêmement loin. Et alors c'est difficile de résumer toute cette histoire-là en quelques mots, mais un des déclencheurs, en tout cas, qui lui a donné, je pense, une forme de force à Didier Raoult, c'est il faut quand même se rappeler que Emmanuel Macron vient à Marseille et qu'il la double d'une certaine manière, parce qu'il a cette phrase en disant Didier Raoult est un grand chercheur. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de bouclier qui se met en place, qui soit un véritable bouclier ou un bouclier imaginaire, mais forcément les autorités ont reculé un petit peu, ou en tout cas il a été beaucoup moins, je pense qu'il y a une sensation, une impression qu'il était protégé. Alors, juste un truc, moi j'ai toujours trouvé ça absolument fou, c'est que ce moment Macron, il faut dire ce qui est, c'est effectivement une sorte d'adoubement symbolique, en tout cas du personnage. Et moi ce que je trouve drôle, c'est qu'aujourd'hui la fanbase, vraiment la fanbase de tout ce qui est la Raoultosphère est évidemment probablement un personnage au sommet, c'est Macron. Alors que c'est Macron qui, malgré tout, dans ce process, en tout cas de normalisation de l'individu, a été malheureusement, je crois, une étape assez significative. J'aimerais, toi, ton avis sur l'état actuel du champ de bataille informationnel. On voit régulièrement Raoult s'exprimer. Moi, si je venais d'une autre planète, et j'arrive aujourd'hui, je lis les tweets de Raoult, j'ai pas l'impression qu'il est en position délicate. Il a l'air d'être dans une posture absolument de vainqueur. Il a pas, c'est nous les gentils qu'il tweet à chacun de ses tweets. On a l'impression que pour lui, la bataille est quasiment gagnée. Enfin, comment est-ce que toi, tu vois en tout cas l'état des forces et peut-être sa stratégie actuelle? Est-ce que c'est vraiment citadelle agressée? Enfin bon, quel est ton aperçu un peu de ça? Peut-être que moi je suis un peu dans une bulle particulière parce que j'ai beaucoup enquêté sur lui et j'ai vraiment suivi de très près ces 4 dernières années. Moi, mon impression, mais qui est vraiment personnelle, c'est qu'il a quand même été poussé à la sortie de l'IHU. Il est discrédité absolument dans tout le monde scientifique français et international pour ceux qui le connaissent, parce que c'est pas non plus la star qu'il prétend être. Et il a vraiment perdu énormément en prestige et je veux dire, il est quand même invité chez Hanouna, dont on parlait tout à l'heure. C'est où d'ailleurs il s'est fait tacler par des chroniqueurs et en disant moi je m'abaisse pas à discuter avec vous, mais discute avec lui. Moi je le vois plutôt comme une très lente descente. Alors, je sais pas si c'est aux enfers, mais en tout cas il a perdu effectivement beaucoup de son prestige d'avant. Plus personne l'écoute en fait. Et après, effectivement, la manière dont lui il s'exprime sur les réseaux, c'est vrai, il y a une forme d'impunité comme ça, où hier il a fait son tweet où il dit que les acteurs de l'Holocauste, c'est Olivier Véran, c'est François Crémieux, donc il reprend le mot Holocauste. Il reprend le mot Holocauste, alors il le met avec un petit H. C'est-à-dire que lui, dans sa logique, c'est parce que vous n'avez pas prescrit l'hydroxychloroquine pour sauver des gens sont morts, et c'est ça l'Holocauste dont il parle. Des millions de morts, il y a eu des millions de morts, et donc... Parce qu'on n'a pas pris sa solution. Ouais, exactement. Et donc, il accuse quand même donc la PDG de la NSM, donc de l'Agence du médicament français, de la PHM, Olivier Véran, donc l'ancien ministre de la Santé, il accuse tous ces gens-là d'être des acteurs de l'Holocauste, aussi parce qu'ils l'ont poussé à la retraite et qu'ils ont viré certains de ses collaborateurs, Chabrière et Parola, qui sont des chercheurs de l'IHU et qui les ont un peu soit enlevé leurs fonctions, soit poussés vers la sortie. Et donc tous ces gens-là seraient des acteurs de l'Holocauste. Donc là, effectivement, il y a une sorte d'impunité où en fait il peut dire n'importe quoi. On peut peut-être pas reparler de la séquence Booba, mais pareil, où il a soutenu des thèses complètement délirantes. Et là, on peut avoir l'impression effectivement qu'il y a une impunité. Mais si cette impunité-là, on peut avoir cette impression, c'est qu'effectivement, les autorités avaient quand même promis qu'il y aurait eu des enquêtes, qu'il y aurait un procès. On peut même se souvenir qu'il y a eu l'enquête de la NSM, le rapport de la NSM et de l'IGAS aussi, et qu'il y a eu... la NSM a quand même saisi 5 fois le procureur de la République pour qu'il y ait une enquête, parce que c'est quand même des faits qui ont été... C'est plus que des manquements à la déontologie. Oui, bien sûr. Et c'est pénal. C'est pénal. Et donc, la NSM, elle ne peut pas elle-même se porter partie civile et faire des procès, mais elle a saisi le procureur pour qu'il le fasse. Le ministère de la Santé et de la Recherche avait fait un communiqué pour dire qu'ils allaient eux aussi saisir la justice.
Aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Ouais. Et toi, est-ce que tu interroges le parquet justement pour savoir où ça en est ? Quelles sont les réponses que tu obtiens par rapport à ça ? Oui, je les ai interrogés plusieurs fois. La dernière fois, c'était il y a 2 mois. J'ai pas eu de réponse. Ils n'ont pas voulu me répondre malgré certaines relances. À l'époque, la dernière fois qu'ils m'ont répondu, c'était il y a 6 mois, je crois, ou peut-être un peu plus. Ils m'ont dit que l'enquête était toujours en cours, mais bon, sans m'en dire plus. Pour l'instant, on voit absolument pas de suite à tout ça. Et ce qui est quand même vraiment étonnant, parce qu'on parle quand même de l'IGAS, c'est pas n'importe quoi. Ils ont fait un rapport qui est au vitriol, qui dénonce, mais c'est quand même des dizaines de pages où ils expliquent toutes les problématiques qu'il y a au sein de l'IHU. Et il n'y a quand même pas grand-chose qui bouge aujourd'hui. Alors, on voit quand même qu'effectivement, Parola, donc un des chercheurs de l'IHU qui était très proche de Didier Raoult, on lui a enlevé ses fonctions au sein de l'IHU. Ouais. Donc il y a quand même certaines choses qui bougent, mais ça va assez doucement. Et donc, ça peut donner cette impression-là que lui, effectivement, Didier Raoult, peut avoir l'impression de gagner parce que finalement, il n'est pas si inquiété que ça. Comment tu expliques cette apathie, alors peut-être administrative, corporative, je ne sais pas, comment est-ce que tu expliques un peu le fait qu'on peut avoir légitimement cette impression que ça n'avance pas beaucoup et que les flèches rebondissent sur lui et que pour l'instant, il continue son chemin, à part effectivement être un peu légèrement écarté de telle ou telle chose, des sanctions qui semblent plutôt light, au vu des accusations qui semblent peser sur lui. Il y a plusieurs pistes d'explication, c'est difficile, je peux que spéculer. Il y a la première, plus on va dire évidente, c'est que la justice est très lente dans notre pays et donc peut-être qu'effectivement ça va aboutir, mais qu'on n'est toujours pas au courant parce qu'ils veulent travailler doucement. Il y a aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il a quand même bénéficié au tout début d'une espèce de protection du président de la République quand même qui arrive, et puis qu'il avait invité aussi au Conseil scientifique à la base. Dont il a démissionné très rapidement. Dont il a démissionné, effectivement. Donc, bon, voilà, il y a eu... Puis, je pense aussi que, déjà, il y a eu un manque de personnel... il y a un manque de personnel au sein de l'ANSM et de l'IGAS qui ont sans doute manqué de moyens au début. Et puis sans doute que c'est un dossier tellement explosif, ou en tout cas il était tellement explosif pendant la crise du Covid, qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui n'avaient pas envie de s'en saisir. Mais tout ça, ce sont que des hypothèses. Peut-être que les choses vont évoluer, mais en tout cas, moi, je suis très étonné du manque de réaction des autorités, et d'ailleurs c'est pas que moi qui le dis, parce que a priori mon avis il pèse pas grand chose, mais c'est vraiment une grande partie des chercheurs et des médecins qui travaillent sur l'éthique et l'intégrité scientifique, qui connaissent les lois en fait qui encadrent toutes les expérimentations sur les personnes humaines, qui sont sidérés de voir qu'un institut entier, parce que c'est pas qu'une personne, a si peu respecté la loi, et qui s'en tirent sans aucun souci, et eux ils n'arrivent pas à s'expliquer. Pourtant il y a eu des tribunes, il y a eu des tribunes dans l'Express, il y a eu des tribunes dans Le Monde, il y a eu beaucoup d'interviews, je pense à Mathieu Molimar par exemple qui est chercheur, médecin à Bordeaux, qui a beaucoup bougé sur ces questions-là. Il n'y a eu pas que lui, il y en a eu des dizaines, et pourtant il ne se passe toujours pas grand-chose. On parle de la lenteur de la justice, il n'y a pas que la lenteur de la justice, il y a aussi peut-être le discernement de certains juges. Tu as consacré des articles à Dominique Costa-Gliola. Elle a été perquisitionnée. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Donc, épidémiologiste de l'INSERM, c'est ça ? Oui, elle a reçu le Grand Prix de l'INSERM en 2020. C'est une des plus grandes épidémiologistes françaises. C'est vraiment une scientifique qui est très respectée, qui est reconnue dans son milieu et qui est intègre. Enfin, c'est vraiment une scientifique de premier plan. Elle, en fait, l'histoire est assez hallucinante. En fait, elle est assez vite montée au créneau pendant la crise de Covid parce qu'en fait, elle était connectée elle regardait la télé, bien sûr, mais elle était aussi connectée sur les réseaux sociaux. Et elle a vu un très grand nombre de mauvaises informations, voire de fausses informations qui étaient diffusées. Et comme elle avait travaillé, épidémiologiste, donc elle a travaillé sur la façon dont on fabrique, notamment les études et dont on essaie d'analyser, de comprendre les épidémies. Elle est montée assez vite au créneau. Et puis c'est vrai qu'elle a une façon assez cash de parler, où elle n'hésite pas à rentrer dedans quand on dit des bêtises. Et ça lui a tiré les foudres. Donc elle a critiqué Didier Raoult, ça lui a tiré les foudres de beaucoup de ses fans, et plus généralement après de la complosphère. Elle a été menacée, injuriée, harcelée. Tout à fait. Elle a reçu des menaces de mort, comme beaucoup de personnes qui ont lutté pour l'information scientifique ou contre la désinformation. Ça va souvent de pair, de toute manière. Mais oui, elle a reçu des menaces de mort. Elle en a vraiment pris plein la figure.
Et en fait, elle, à cette époque-là, elle aurait bien aimé justement avoir du soutien des autorités dont on parlait. Elle a pas reçu grand-chose, voire rien du tout. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que un matin, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, elle reçoit la visite à 6h du matin de la gendarmerie qui vient faire une perquisition chez elle, mandatée par le parquet national financier. Sur quelle base ? Et c'est ça qui est le plus incroyable. Ça, elle a mis 3 ans à le savoir, parce qu'en fait, elle l'a appris il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai publié un article là, très récemment. C'est parce qu'on a eu le fin mot de l'histoire. Enfin, elle a eu le fin mot de l'histoire, et donc du coup, elle me l'a donné très récemment. C'est ça qui est hallucinant, c'est que la base, en fait, ça a été des articles du site François qui étaient mais vraiment, vraiment délirants. Il suffit de lire les articles pour voir qu'ils se basent sur absolument rien. En plus, c'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Ils prétendent qu'en fait, Dominique Costagliola aurait influencé un chercheur anglais qui avait rédigé une méta-analyse sur l'ivermectine. L'ivermectine, c'était un petit peu l'hydroxychloroquine version chez les Américains et les Anglais. On en a entendu un peu parler en France, mais un peu moins. Et donc, c'était une méta-analyse dont la conclusion disait... En fait, finalement, l'ivermectine, il y a quelques pistes qui nous indiquent que, mais c'est vraiment très très faible. A priori, ça ne sert pas pour soigner le Covid, donc il écartait l'ivermectine. Ce qui évidemment déplut à tous ces défenseurs et donc à toute une partie de la complosphère. Et donc, en fait, elle avait discuté avec... Enfin, elle connaissait cette personne, ce chercheur-là, et le François a écrit tout un article délirant pour dire qu'elle l'aurait influencé. Collusion. Voilà, qu'elle aurait fait pression parce que, soi-disant, elle aurait été mandatée par l'OMS et puis aussi avec des photos de l'ancienne ministre de la Santé. Et vraiment, ça tient... Oui, non, mais les méthodes de François, moi, je sais, on les connais. C'est même pas bien construit, que n'importe qui lit l'article se dit bon, ok, c'est délirant et passe à autre chose. Et en fait, sur cette base-là, donc Xavier Zalbert est le directeur de la publication de François, et c'est aussi le président de l'association Bon Sens. Bon Sens qui se déclare apolitique, qui se déclare neutre, qui déclare travailler pour la bonne science et la bonne santé, etc. Donc bon, en fait, ces deux structures sont dirigées par la même personne. Et Bon Sens, en fait, a saisi le parquet national financier en citant François, donc Xavier Zalbert a saisi le parquet financier en se citant lui-même. Voilà, exactement. Et donc, ils ont, en ajoutant en plus de ça un audio d'une chercheuse complotiste anglophone qui accusait Madame Costagliola, d'avoir manipulé toute cette méta-analyse. Et donc, sur cette base-là, qui paraît quand même extrêmement faible, le parquet national financier a décidé de diligenter une enquête. Et comme ils ont fait une enquête, la première étape de l'enquête, c'était de faire une perquisition. Voilà. C'est incroyable. Ce qui est assez hallucinant. Alors, moi, je les ai interrogés, le parquet national financier, parce que j'ai été quand même assez surpris de cette explication-là. Eux m'ont dit, oui, mais vous comprenez, si on veut en avoir le cœur net, on a eu un doute. On ne s'est pas basé seulement sur ces articles de presse, mais on avait aussi un enregistrement. En fait, l'enregistrement venait des mêmes personnes, donc c'était très étonnant quand même qu'ils me disent ça. Mais ils m'ont dit, comme on avait un doute, le seul moyen de le lever, c'était d'aller faire une perquisition. C'était une manière de dire... entre guillemets, grâce à nous, elle est complètement blanchie. Dominique Costagliola, du coup, on a fait toute l'enquête, ils sont allés quand même assez loin, ils ont pris tous les mots-clés, ils ont aspiré tout ce qu'il y avait sur son ordinateur. D'ailleurs, je le raconte dans l'article, mais la perquisition est quand même assez cocasse, parce qu'ils s'en vont au restaurant, ils lui laissent tout le matériel, enfin bon, toute l'histoire est assez délirante. Mais en tout cas, ils ont quand même aspiré tout son ordinateur, ils ont creusé absolument partout et ils se sont rendus compte assez vite de l'évidence, c'est qu'elle avait absolument aucun conflit d'intérêt, qu'elle n'avait jamais influencé cette méta-analyse-là, qu'elle n'avait rien à voir, c'était juste une chercheuse sérieuse qui s'était exprimée sur le sujet du Covid et des médicaments en général pour dire celui-là peut-être pas, celui-là sûrement pas, donc l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Et donc François s'est corrigé depuis, évidemment. Bien sûr que non. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que là on a quand même un exemple, tu viens de le dire, d'une intervention assez proactive, relativement rapide, plutôt vraiment très efficace, carré, qui va directement dans là. Mais bon, est-ce qu'on a des exemples équivalents dans l'univers de profils, pour le coup, covido-sceptiques ? Est-ce que des profils covido-sceptiques ont eu, si je veux dire, le même traitement ?
à ce point-là, avec une perquisition à 6h du matin par le parquet national financier, qui est quand même une grande instance de notre pays, qui ont des moyens qui sont des gens sérieux, j'en ai pas en mémoire, non, pas de cette manière. Et c'est ce qui a vraiment... alors ce qui a choqué Dominique Costagliola, bien sûr, parce qu'elle a halluciné en fait de cette histoire, elle n'a pas compris, sachant que dans le même temps, elle a fait un procès, enfin l'attaque en justice. Monsieur Chabrière, donc qui est le bras droit ou qui était le bras droit d'Idir Raoult sur les réseaux sociaux et qui a été on va dire extrêmement agressif sur les réseaux sociaux avec toutes les personnes qui critiquaient Didier Raoult, l'IHU ou l'hydroxychloroquine. Notamment la propre fille de Didier Raoult, qui ne le suit pas. Effectivement, et qui d'ailleurs a fait un procès contre Éric Chabrière aussi en diffamation, donc c'est quelqu'un qui a été attaqué plusieurs fois. Elle a toujours pas de nouvelles de son procès, de l'action qu'elle a menée. Au début, elle avait déposé plainte à Paris. La plainte a été délocalisée à Marseille, ce qui d'ailleurs, elle, l'étonne, et son avocate aussi, alors que Éric Chabrière se trouve à Marseille. Donc c'est quand même... Bon, voilà, ils sont quand même un petit peu gênés par ça. Mais en attendant... Tout ce qu'elle sait, c'est que l'enquête est toujours en cours, mais elle n'a pas plus de nouvelles que ça. Alors que ça fait pourtant plusieurs années qu'elle a porté plainte. Elle, ça a été quasiment instantané son enquête contre elle, alors qu'il n'y a rien. Elle s'est fait insulter et menacer, diffamer sur les réseaux sociaux par plusieurs personnes, parce qu'il n'y a pas que M. Chabrière dans l'histoire. Et l'enquête suit son cours, mais a priori, elle est au point mort. Ça, c'est cette espèce de poids de mesure dont certaines personnes de ce milieu-là ont l'impression est quand même assez problématique, je pense. Alors l'autre figure sur laquelle tu as enquêté de manière très précise et tu as été à l'origine du fait de démontrer qu'il avait un petit peu travesti son CV, on va dire, c'est Idriss Aberkane. Comment, pareil, est-ce que tu peux nous raconter un peu la mécanique qui t'a conduit à aller enquêter sur lui? Est-ce que c'est une source qui t'appelle en te disant tu devrais t'intéresser au diplôme d'Idriss Aberkane? Est-ce que c'est l'OMS ou Big Pharma qui t'a demandé Est-ce que c'est la fondation Rothschild peut-être qui t'a téléphoné? Enfin bref, raconte-nous un peu pareil la mécanique qui te conduit à t'intéresser à ces figures et parce que tu les considères intéressantes en termes de journalisme scientifique aussi. Idriss Aberkane, en fait, ça fait des années en fait qu'on le suit de loin à l'Express. D'autres collègues que moi s'étaient déjà penchés sur son CV et sur les diplômes qu'il prétendait avoir, en posant déjà certaines limites. En fait, nous, à la base, on fait une couverture sur les coachs et sur le développement personnel. Et donc, on s'intéresse à toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là et qui racontent des choses soit intéressantes, soit pas, soit des mensonges, etc. Et donc, dans ce cadre, je fais une première enquête avec Idriss Aberkane, enfin sur Idriss Aberkane, où on s'intéresse en fait à ces formations en neurosciences, en neuroergonomie, en neurodéveloppement personnel, enfin, mais neuro devant tous ces mots. Et en fait, dans ce cadre-là, on décide de l'interroger, de lui donner la parole. On parlait tout à l'heure du contradictoire, mais ça semble toujours important pour nous de tendre le micro et de poser des questions aux personnes qu'on va critiquer. Et en fait, dans ce cadre-là, de cette interview-là, ces réponses sont extrêmement agressives. On s'y attendait, mais pas à ce point-là. Et on sent qu'il est extrêmement gêné en fait, des questions qu'on pose. Et donc, ça a été une manière, on a un peu tiré un fil d'une pelote. Et de là, on a décidé à s'intéresser beaucoup plus largement à tout ce qu'il avait pu dire par le passé, que ce soit sur ses prétentions de résoudre le problème mathématique le plus compliqué au monde, la conjecture de Syracuse, que ce soit tout ce qu'il a pu dire sur le Covid aussi, ses soutiens à Didier Raoult. Comment est-ce qu'il a fait ses études, ses différents diplômes. Et en fait, il y avait énormément de choses à dire sur tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu prétendre. Et ça a été une enquête qui nous a pris quand même plusieurs semaines, qui a été assez longue, mais qui était très intéressante, mais qui nous a valu... qui a été sans doute celle pour laquelle j'ai reçu le plus d'insultes, le plus de menaces, avec les photos traditionnelles Nuremberg 2, avec les journalistes qui sont pendus. Plus que pour Raoult. Disons, Didier, il y a match. Il y a match entre les deux. Ouais. Disons que, en fait,
si on peut reconnaître au moins quelque chose à Didier Raoult, c'est qu'il a globalement été assez en retrait par rapport à ses critiques contre la presse. Et d'ailleurs, il avait dit « je ne veux pas trop attaquer la presse », etc. Et en fait, il l'a quand même fait. Il a quand même attaqué des journalistes, il m'a quand même nommé dans des vidéos, etc. Mais Idriss Aberkan, lui, en revanche, sur ses réseaux sociaux, notamment sur X, Twitter, il a été extrêmement virulent. Et sur la deuxième enquête qu'on a vu publier, il avait dit « je ne l'ai pas lu ». Je m'en soucie pas, mais il avait écrit plus d'une centaine de tweets en quelques jours en nous mentionnant ou mentionnant directement. Donc il a été extrêmement virulent, et comme il a quand même une grande base de fans, de suiveurs, ça a été extrêmement violent. J'ai reçu des centaines, voire des milliers de messages. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est un peu découragé, puis ça va peut-être boucler notre conversation qu'on avait tout à l'heure par rapport aux experts, par rapport à comment on débunk tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où en tant que journaliste, tu te dis j'ai l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, puisque finalement Didier Raoult reste finalement quelqu'un qui est très suivi, très écouté, et ainsi de suite. Idriss Aberkan pareil, et on pourrait faire une liste assez longue de figures comme ça qui ont été finalement démasquées et qui restent emblématiques pour une partie de la population. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de décourageant, et puis surtout, est-ce que l'arme journalistique est toujours l'arme la plus efficace finalement ? On pourrait, c'est sûr qu'à mon avis, toutes les personnes qui travaillent sur ces problématiques-là ont ce sentiment à un moment donné ou à un autre, surtout quand elle est au milieu d'une vague de harcèlement extrêmement intense, qui peut effectivement porter des coups au moral ou décourager. Après, je suis quand même assez persuadé que le journalisme a quand même une grande importance là-dedans. Je pense que si les falsifications des études sur l'hydroxychloroquine ont pu être révélées, c'est parce qu'il y a eu plusieurs journalistes qui ont travaillé dessus, plusieurs journaux qui ont travaillé dessus, plusieurs acteurs aussi dans le monde de l'étude de la complosphère, etc. Je pense que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont voulu s'exprimer sur ce sujet, qui ont voulu enquêter, qui ont voulu dénoncer ces faits-là. Et finalement, ça ne tient pas à tant de gens que ça, en plus. Il suffit de quelques personnes qui font bien leur travail ou qui ont une certaine motivation intellectuelle ou personnelle à le faire, pour que les choses changent. Et au final, Didier Raoult a quand même été poussé hors de l'IHU. Idriss Aberkan, aujourd'hui, il était quand même, il faut se rappeler qu'il n'y a pas 5 ans, il était encore interrogé. Dans le Point, je crois, à un moment. Alors, aussi, il a été porté par les médias qui ont eu une faute. Mais aujourd'hui, plus personne lui accorde de crédit. On sait que c'est quelqu'un qui a raconté à peu près tout et son contraire. Et donc, les choses changent quand même. Alors... je crois qu'il y a quand même des points positifs. Non, bien sûr, c'était pas le point de... Où en est l'affaire de son retrait de son diplôme de Polytechnique, puisqu'il était question de ça à un moment? Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une longue histoire, mais pour la résumer en quelques mots, le comité d'éthique de Polytechnique et toute la direction de Polytechnique a mené une enquête sur sa thèse. Ils ont constaté des choses qui étaient assez évidentes, qui avaient été révélées par Fact and First et par l'Express aussi, sur le fait que sa thèse comporte des pages et des pages de plagiat. Un copier-coller en fait d'un logiciel pour résumer la situation assez rapidement. Ils ont été unanimes sur le fait que, 1, il y avait un plagiat, et 2, compte tenu des réponses, parce qu'en fait au début ils n'étaient pas forcément partis pour lui retirer sa thèse, ils ont commencé par l'interroger, sauf qu'il a eu des réponses insultantes, comme à son habitude. Immédiatement très agressive. Immédiatement très agressive, il a menacé de faire des procès, le président du comité d'éthique, Patrick Deveau, etc. Et donc compte tenu des réponses qu'ils ont eues, compte tenu de du manque de collaboration, quoi. De leur ancien étudiant, exactement. Ils ont dit, bon, en fait, ça, c'est pas possible, il faut retirer la thèse. La problématique est un petit peu complexe administrative, mais en fait, il a soutenu sa thèse dans un laboratoire de Polytechnique, mais c'est une thèse de Paris-Saclay. Et donc, en fait, ce que lui refuse de dire, bien sûr, mais c'est une thèse de Paris-Saclay, pas de Polytechnique, donc c'est pas Polytechnique qui a la main. Parce que Polytechnique, en temps, était rattaché à Paris-Saclay. Oui, voilà, il y a eu des problématiques administratives assez compliquées, ils sont rentrés dedans, ils sont sortis, puis en fait, ils avaient un comité d'éthique, mais pas forcément pour les thèses. Bon, je vous passe un peu les détails, parce que c'est complexe, mais pour résumer, c'est Paris-Saclay qui a le dossier entre les mains, qui est censé se prononcer. Il y a une problématique juridique pour bien ficeler ça. Polytechnique et le comité d'éthique de Polytechnique sont persuadés
que c'est possible de le faire, mais Paris-Saclay traîne des pieds. Eux disent que c'est très compliqué, qu'ils essayent de faire les choses de la bonne manière, donc ils prennent leur temps avec leur équipe juridique. Beaucoup d'autres observateurs et d'experts de la situation qui disent qu'en fait, ils préfèrent pousser un petit peu l'affaire sous le tapis, on va dire, et qu'en tout cas, ils prennent pas les bonnes mesures pour le faire. Mais tout le monde et tous les experts qui ont travaillé sur le sujet sont certains du plagiat et du fait qu'il faut lui retirer cette thèse-là. Eh ben merci Victor Garcia d'être venu nous voir, c'était passionnant. Lisez Victor Garcia dans l'Express, pas chaque semaine mais dès qu'il publie un article. C'était la 50e émission et ne vous inquiétez pas, on continue malgré ce que vous disent certains. C'était réalisé par Martin Béraud comme d'habitude et on se dit à très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Merci.